Aujourd'hui, justice au ralenti pour des accidentés de la route. Tribunaux embourbés dans les retards. C'est des délais inacceptables. Je suis à bout de souffle. Le système de justice en général est sous-financé. Une petite peine pour une grande arnaque. Il y en a qui s'en sont très bien sortis avec cette histoire-là. Et qui paye pour les punaises? Bienvenue à La Facture. Si vous êtes une victime d'un accident de la route ou d'un accident du travail, c'est le gouvernement qui décide de vos indemnisations. Et si vous n'êtes pas d'accord avec le gouvernement, il y a les tribunaux administratifs pour trancher. Mais depuis la grève des juristes de l'État, il y a de plus en plus de retard, tellement que ça frôle l'injustice. En 1986, Emmanuel Dumais a 20 ans quand un accident de la route brise son corps et son avenir. Ils ont été obligés de me remettre la peau, puis taquer tout ça. Un deuxième accident, 14 ans plus tard, aggrave sa condition. Comble du malheur, il souffre depuis quelques années de sclérose en plaques. Manon Wissel a aussi un grave accident en 2009. Elle subit des blessures majeures et développe la fibromyalgie. J'ai une luxation, je sais pas, chose à la hanche, le genou, la cheville. Ça apporte tout d'autres problèmes. 2 victimes de la route et des longs délais imposés par le tribunal administratif du Québec, le TAC. Là, on attaque ma dignité un peu, là. Parce que les délais, ça n'a pas d'allure, là. Il reproche à la Société de l'assurance automobile du Québec, la SAAQ, de ne pas leur donner ce qu'il aurait dû. Et il demande depuis longtemps au tribunal de trancher. Tu ris pour ne pas pleurer, parce que sans ça, t'es obligé de subir. La vie, t'as subi. C'est des délais inacceptables. De 2009 à 2017, on n'a pas eu le temps de régler un dossier. Le tribunal administratif du Québec a le pouvoir de modifier les décisions de ministères ou d'organismes gouvernementaux. C'est en général votre dernier recours, le dernier endroit où vous pouvez faire valoir vos droits parce que vous jugez qu'ils ont été bafoués. Au cours des 5 dernières années, le délai moyen de la première audience était d'environ 2 ans. Une éternité pour ceux et celles dont la vie est en suspens. Enfin, vous aviez une date d'audience. Enfin, au mois de novembre. La grève des juristes de l'État est déclenchée en octobre dernier. L'audience de Manon Wissel est remise, c'est le coup de grâce. Ils ont le droit de revendiquer, ils ont des droits eux aussi. Ça, je comprends ça. Puis oui, ça m'ajoute des délais, puis oui, ça m'ajoute de la famine. Par contre, le vrai problème, là, c'est pas eux, c'est le gouvernement. Emmanuel Dumais attend que le tribunal se prononce sur son litige avec la SAAQ. Son inaptitude a déjà été reconnue, mais on ne s'entend pas sur la somme due. Son audience devait avoir lieu le 25 janvier dernier. Qu'est-ce qui vous a traversé l'esprit quand votre avocate vous a annoncé que c'était encore reporté? Je pourrais pas me rendre. Je suis à bout de souffle. À bout de souffle, et il n'est sans doute pas le seul à ressentir une telle lassitude. 1888 dossiers ont été remis à cause de la grève. C'est ce que le tribunal nous a révélé par courriel, puisqu'il a dit non à notre demande d'entrevue. Votre audience, on va pouvoir fixer une date peut-être vers la fin de l'été ou peut-être cet automne. Ça va vraiment dépendre des délais. L'avocate Sarah-Jeanne Dubé-Mercure défend notamment les accidentés de la route. Les répercussions de cette grève-là vont se faire sentir très, très, très longtemps. Et ça, c'est inquiétant. C'est très inquiétant parce qu'on a des personnes vulnérables qui n'ont pas d'accessibilité à la justice en ce moment-là. Il y a combien de dossiers qui sont paralysés à cause de la grève en ce moment? Donc, nous, ici, on a 180 clients. Donc, je pourrais vous dire que tous ces dossiers-là sont en suspens en raison de la grève. 15 mai 2013, elle perd sa maison. Oui. Ça a été un moment charnière dans votre histoire. Très difficile. Ouais. Très difficile. Manon Wissel et Emmanuel Dumais s'enfoncent dans la pauvreté, en attendant que le tribunal se prononce sur leur litige. Je vis avec 15 000 $ par année. Je continue à survivre, malgré tout. Pour eux, je suis apte à faire un travail, malgré les expertises qui m'invalident.
En juin dernier, la SAAQ cesse de lui verser ses indemnités parce qu'elle considère que ses séquelles sont minimes, donc qu'elle est apte au travail. C'est la deuxième fois qu'elle perd ses indemnités. On m'a mis dans la rue, on va tout enlever. Ouais. On s'attaque à le petit peu qui me reste. Elle vit aujourd'hui de l'aide sociale. Vous vivez avec combien par mois? Les dépôts qui se font dans mon compte, 732,23. Est-ce que vous êtes capable de me faire un budget avec ça, vous? Elle espère que le tribunal reconnaîtra enfin son inaptitude. Entre-temps, sa fille de 19 ans, Chloé, l'aide à survivre. Tous les délais, ça a aussi un gros impact sur toi. Absolument, parce que au début, on se dit « Ah, ben c'est pas grave, c'est juste un mois, je suis capable d'assumer cette responsabilité-là. » Mais là, ça fait des mois et des années maintenant, là. Fait que ça commence à être lourd. C'est très difficile. C'est ma fille qui me fait vivre. La dimension dont on parle le moins, c'est les coûts humains de la justice. Le professeur Pierre Noreau milite pour un meilleur accès à tous les tribunaux. À l'origine, la justice administrative, c'est une justice qu'on voulait de proximité, plus expéditive aussi, plus rapide. Sarah-Jeanne Dubé-Mercure reconnaît que ses clients retardent parfois le processus parce qu'ils n'ont pas d'argent pour payer une expertise. Mais elle estime que la SAAQ ne devrait pas en profiter. Les tribunaux administratifs sont complaisants à leur accorder les mêmes délais que nous, par souci d'équité, alors que le rapport de force entre les victimes et les organismes est de toute façon inéquitable. C'est comme si la SAAQ ont le droit de faire ce qu'ils veulent avec moi, là. Mais il n'y a personne sur leur épaule pour dire hey, « wow, là ». Selon Pierre Noreau, il est clair qu'il faut plus d'argent dans le système. Le système de justice en général est sous-financé au Québec. Le budget du ministère de la Justice, c'est moins qu'un 1 % du budget de l'État. Lorsqu'on veut régler un problème et qu'il faut faire un effort particulier, très souvent, il faut augmenter le nombre de ressources qu'on met dans ce système-là. Le tribunal assure que malgré ses efforts, il a du mal à recruter des juges administratifs médecins. Et les victimes de la route en paient le prix. En 2016, elles étaient 5 377 à attendre le règlement de leur dossier. La médiation, la conciliation, c'est des avenues absolument à exploiter davantage. Pierre Noreau pense que le temps est venu de réformer la justice administrative. Il y a urgence d'agir parce que tout ce qu'on va faire n'aura pas d'effet immédiat. Toute mutation, toute réforme qu'on pourrait envisager prendra toujours 2, 3, 4 ans, 5 ans avant qu'on en sente les effets. Et donc, il faut décider maintenant pour que plus tard, on ait une meilleure justice. Le 28 février dernier, une loi spéciale met un terme à la grève. Mais Manon Wissel et Emmanuel Dumais n'ont pas fini de souffrir d'un système impitoyable. L'expérience judiciaire est une expérience souvent traumatisante. Dans beaucoup de cas, les délais qui courent n'ont pas la même signification pour les individus que pour les institutions. Si tu t'as pas lâché, tu as gain de cause. Mais si tu as abandonné, tu l'as pas. Vous n'êtes pas du genre à abandonner? Disons que c'est ma seule raison de vivre, là. C'est sûr que c'est très dur pour ma mère et pour moi, mais je me verrais vraiment très mal la laisser à elle-même, là. Madame Wissel n'a pratiquement rien reçu de la SAAQ depuis 9 mois. La question, ce n'est pas si elle a raison ou non, mais quand elle sera entendue. Le tribunal administratif nous a informé que 6 nouveaux juges ont été nommés. Ils sont entrés en fonction hier. Après la pause, 3600 entreprises prises au piège. C'est des sentences relativement bonbons. Il y a 10 ans, nous vous avons présenté un reportage sur une entreprise de télémarketing frauduleux qui vendait des fausses trousses de l'ambulance Saint-Jean, presque identiques à celle-ci. Il y a eu du nouveau dernièrement. Mais d'abord, je vous présente un résumé de ce reportage de notre collègue Amélie Beaumont, qui a été diffusé en 2007. Je m'appelle Suzy Boivin, copropriétaire de la boulangerie-pâtisserie L'Altesse à Greenfield Park. Au mois de novembre, j'ai reçu un téléphone d'un monsieur qui me disait que c'était International Secure Technology. Puis il me disait que fallait que j'achète la trousse de premiers soins qu'il m'offrait, puis que la loi disait que j'avais pas le choix, qu'il fallait absolument que je l'achète.
Alors, mon nom, c'est Frédéric Lalonde et je suis propriétaire d'une firme informatique à Saint-Lazare, dans l'ouest de Montréal. Mon gérant de service s'est fait dire par téléphone que la veille, j'avais oublié de donner le numéro de carte de crédit. Alors, mon gérant de service a un peu naïvement donné le numéro de carte de crédit à International Secure Technologies pour recevoir la trousse de premiers soins. Ces deux entrepreneurs avaient reçu la même trousse arborant le logo de l'ambulance Saint-Jean. Il y a des trousses qui sont sur le marché vendues par une entreprise qui n'a aucun lien avec nous, qui n'a pas de relation comme telle, qui n'a pas d'autorisation non plus d'utiliser Ambulance Saint-Jean comme organisation pour vendre des trousses. Nous avions téléphoné à la compagnie. Thank you for calling International Secure Technologies. Au bout du fil, l'employé prétendait travailler en collaboration avec l'ambulance Saint-Jean. On a un contrat avec l'ambulance Saint-Jean pour distribuer ces trousses. International Secure Technologies demandait 300 $ plus taxes pour la marchandise. L'équipe de la facture a décidé de se procurer la vraie trousse d'ambulance Saint-Jean destinée aux entreprises. Est-ce que cette trousse-là ressemble à celle que vous aviez reçue? Oui, elle ressemble beaucoup. Je ne peux pas dire qu'elle était exactement pareille, mais oui, elle ressemblait étrangement à celle-là. La trousse contrefaite avait en effet la même dimension que celle de l'ambulance Saint-Jean et son contenu était similaire. On y trouvait cependant le nom d'International Secure Technologies, une entreprise fondée en 2003 par Georges Aligua, à laquelle s'était jointe Amalia Di Falco. Combien vous pensez que cette trousse-là vaut? Je le sais pas, mais moi, je sais que je l'ai payé 300 $ avant taxe. Nous l'avons payé 52 $, Monsieur Lalonde. On a contacté au niveau d'Ambulance Saint-Jean cette entreprise-là pour les inciter et leur dire de cesser immédiatement cette pratique. On a même déposé une plainte à la Gendarmerie royale du Canada. La GRC menait son enquête. Elle confirmait avoir reçu plusieurs plaintes concernant les fameuses trousses. Un entrepreneur qui se retrouve avec une trousse de premiers soins dont il n'a jamais autorisé l'achat, que doit-il faire? La retourner. Carrément la retourner. Frédéric Lalonde avait remarqué sur son compte de carte de crédit que la trousse d'International Secure Technologies lui avait été facturée par la compagnie Gestion Comexco, une autre compagnie constituée par Georges Aligua et Amalia Di Falco en 2004 cette fois. J'ai contacté Mastercard et je leur ai dit que j'avais été fraudé par Gestion Comexco pour des produits que je n'avais pas autorisé l'achat. La facture avait découvert que Gestion Comexco avait un centre d'appel sur la rue Belmont, au centre-ville de Montréal. Une de nos collaboratrices avait répondu à une offre d'emploi de Comexco sur Internet et elle avait obtenu une entrevue pour un poste d'agente de télémarketing. Qu'est-ce que je vais vendre? On a 3 produits à vendre. On a des bottines téléphoniques de business à business. Okay. On a des trousses d'urgence et on a des papiers rouleaux. Reception. Ceux qui s'adonnent à ce type de transaction-là, s'ils ont 3 différents produits, souvent ils vont revenir à la charge avec le prochain produit. Donc, s'ils vous ont vendu une trousse ou s'ils ne vous ont pas vendu une trousse, mais votre nom n'est pas automatiquement effacé sur leur liste, ils vont revenir et ils vont vous relancer avec le bottin d'entreprise et ensuite la même chose avec les rouleaux de papier. Vous parliez d'une trousse d'urgence. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Est-ce que vous en avez une? Juste une trousse d'urgence pour des business. OK. Est-ce que je peux juste la voir? Je suis curieux. OK. C'est une trousse d'urgence de St. John Ambulance. OK. Ah, c'est bon, ça? C'est ça. Alors ça, c'est pour les compagnies. C'est dans ces bureaux qu'on vendait les fausses trousses de l'ambulance Saint-Jean. Notre collaboratrice y avait reçu une formation de vendeuse. En fait, on peut parler de 2 grandes entreprises, Comexco et IBL. IBL est toute la partie force de vente. Le président s'appelle Georges Aligua. Comexco est la 2e entreprise bien établie qui est du côté administratif. Puis vous avez Émilie Di Falco, qui, elle, est le côté Comexco. La facture avait été témoin des méthodes employées pour vendre les trousses contrefaites. Moi, je m'appelle de la ISD. La trousse de premiers soins, c'est pour les premiers soins. La trousse de survie, c'est pour les cas de survie. Donc, c'est pas la même chose. Et vous devez avoir aussi cette trousse, madame. On ne peut pas leur dire que c'est une commande qui est déjà placée parce que c'est pas vrai. Il n'y a personne qui a placé la commande. Nous, ce qu'on doit faire, c'est la mise à jour des coordonnées. Est-ce que vous êtes toujours au 1301 rue principale? C'est de la vente assumée. C'est pas de la vente sous pression. Une vente assumée, là, c'est qu'on assume. Quand on l'appelle le client, là, c'est nous qui dirigeons la conversation. On est tout petits, nous. C'est abuser des gens qui travaillent fort.
Finalement, la GRC a mené une importante perquisition dans cette entreprise. Vous allez voir ça dans un instant. Et pourtant, par la suite, l'entreprise a continué de harceler des commerçants. Voici un bref extrait d'un autre reportage diffusé en 2009. Ça s'est passé en 2-3 semaines, puis on a eu les appels, les harcèlements. J'ai dit « oh non, oh non, pas encore ». C'est que ça n'arrête pas, jamais. C'est appel par-dessus appel, ils nous lâchent pas, là. Et c'est vraiment, là... Ces entrepreneurs sont harcelés par des compagnies de télémarketing trompeurs depuis plusieurs années. Si vous ne voulez pas payer votre facture, l'unique chose que je vous dis est que nous, on va continuer à vous réclamer les montagnes, on va continuer à vous ajouter des frais d'intérêt, c'est tout. Pas facile de se débarrasser d'eux. Ils sont organisés, tenaces et sans scrupules. Pourtant, il y a 2 ans, on avait pris les grands moyens pour les neutraliser. La Gendarmerie royale du Canada a frappé fort ce matin contre un réseau de télémarketing soupçonné d'une série de fraudes. La rafle est saisissante. 160 policiers débarquent au 615 rue Belmont, au centre-ville de Montréal, où opèrent une dizaine de compagnies de télémarketing. Les bureaux sont fouillés, la marchandise et les ordinateurs saisis. 5 dirigeants ainsi que 130 membres du personnel sont arrêtés. Plus de 2600 plaintes ont mené à cette perquisition. Mais 2 ans plus tard, il n'y a toujours pas d'accusation. Pour le Bureau de la concurrence, ce sont des délais normaux et l'enquête se poursuit. On a toujours le même problème, c'est de lier tout ça. Et il faut que notre preuve soit toujours hors de tout doute raisonnable. Donc, le fardeau nous appartient et c'est toujours très long. Il faut être certain avant de déposer des accusations. En 2015, Amalia Di Falco a été condamnée à une amende de 50 000 $. Mais on attendait toujours une décision concernant Georges Aligois, le dirigeant des entreprises. Le mois dernier, le Bureau de la concurrence a annoncé que les délais en justice ont été trop longs et qu'il y a eu un règlement. Donc, en vertu de ce règlement, une des entreprises de Georges Aligois a été condamnée à une amende de 450 000 $. Georges Aligois lui-même s'en est plutôt bien tiré. Il s'engage à ne plus faire de télémarketing pour les 10 prochaines années et c'est tout. Pourtant, le Bureau de la concurrence avait évalué que les entreprises de Georges Aligois avaient fait un chiffre d'affaires de 172 millions depuis 2001. Là-dessus, les réactions de Frédéric Lalonde, un des entrepreneurs que vous avez vu tantôt. Je trouve que ça a été extrêmement long, 10 ans. Les montants, c'est étonnant, mais quand on parle d'une trousse où ce qu'on fait à peu près 250 $ de profit, je trouve que les montants sont quand même minimes contrairement à l'argent qu'il aurait pu faire avec ça. Je trouve que c'est des sentences relativement bonbons, peut-être à part le 400 000 qui est un petit peu plus significatif. Le restant, je trouve que c'est relativement léger. Je suis pas là pour juger la justice. Je comprends que ça peut être compliqué, mais je trouve qu'il y en a qui s'en sont très bien sortis avec cette histoire-là. Vous achetez la voiture de votre voisin, vraiment pas cher. La SAQ doit percevoir la TVQ sur cette transaction. En allant immatriculer le véhicule, on vous apprend que la taxe sera appliquée sur un montant beaucoup plus élevé que ce que vous avez réellement payé. Alors, vrai ou faux, la TVQ n'est pas nécessairement appliquée sur le prix payé pour un véhicule. La réponse après la pause. La facture. Vrai ou faux, la TVQ n'est pas nécessairement appliquée sur le prix payé pour un véhicule. C'est vrai. Si vous payez le véhicule moins cher que sa valeur estimée, la taxe sera calculée sur la valeur estimée, moins 500 $. Maintenant, si vous voulez connaître ces valeurs, vous devez consulter le guide d'évaluation hebdo disponible dans les bibliothèques municipales. Pour nous joindre, composez le 514-790-2636 ou le 1-800-790-2636. Des punaises, il y en a dans toutes les grandes villes. Ici, à Montréal, on peut dire que c'est 2013 qui a été l'année des punaises, avec 10 000 infestations déclarées par les exterminateurs. Et quand ça arrive, les propriétaires veulent mordre. Voici le fin mot de l'histoire.
Marie emménage dans son nouvel appartement. Après quelques jours, elle se réveille avec des piqûres. Horreur! Des punaises de lit la vampirisent durant son sommeil. Aussitôt, elle avise son propriétaire, comme le veut la loi. Le propriétaire découvre que Marie a acheté un matelas d'occasion dans les petites annonces. Il est certain que c'est elle qui a amené les punaises. Que ce soit vrai ou pas, selon la loi, le propriétaire doit offrir un logement salubre et assumer seul le coût des traitements. Par contre, après la décontamination, il peut présenter une demande de dommages-intérêts à Marie. Il devra prouver à la régie du logement que les punaises sont arrivées avec Marie, ce qui est difficile à faire. Le fin mot de l'histoire, même si c'est la locataire qui les invite, c'est au propriétaire de chasser les parasites. Recevoir de vos nouvelles, ça nous fait toujours plaisir. Évidemment, on ne peut pas répondre à tous les courriels, mais on les lit tous. Voilà, c'est tout pour la facture. Voici un extrait de la prochaine émission. Du jour au lendemain, on installe une antenne cellulaire sur votre terrasse. Ils sont venus pour installer les 3 antennes sur le mur, là. Enfin, on n'avait plus accès à notre terrasse, quoi. Un propriétaire change leur environnement sans les prévenir. C'est horrible, ça nous prend de l'espace. Je comprends qu'il y a eu la perte de la jouissance de la terrasse, mais il y a aussi dans le logement qui ont été dérangés. Devrait-on les dédommager? Sont-elles dangereuses pour leur santé?